Au nom de l'association des amis de Jaime Montestrella, je voudrais vous remercier d'être présent à cet exposé sur cet auteur portugais méconnu et remercier toute l'équipe de la Maison de la Poésie qui me permet d'honorer sa mémoire. Je serai accompagné dans cette présentation par la comédienne Anne Giroir, ainsi... Bonsoir. Oui, né trop tard pour avoir connu Montestrella. Et certains de ces contes seront accompagnés d'illustrations, de dessins de Patrice Quillefer, qui est peut-être présent ici, que je remercie également, et dont les originaux des dessins et d'autres encore se trouvent présentés dans la galerie de la Maison de la Poésie. Ils sont, paraît-il, en vente dans une autre galerie, mais tout ceci vous sera dit en temps utile. Donc c'est un peu par hasard que je suis tombé sur un exemplaire des Contos Aquosos du poète portugais Jaime Montestrella, alors que j'explorais la bibliothèque d'un ami lisboète. Lui-même le tenait de feu son père, ne l'avait pas lu, et il me l'a laissé lui emprunter sans aucun regret. Il s'agit d'un recueil de 1000 contes baroques de quelques lignes. Il avait été publié en 1973 par un éditeur portugais dont je n'ai pas retrouvé trace, les Edições de Figueira. Le premier conte que j'ai lu était celui-ci fort court. Na Ilha de Tairoa, na Sexta-feira Santa, os carnavais con retiros no cristianismo o comen marineiros. Ce qui signifie, bien entendu... Sur l'île de Tariroa, le jour du vendredi saint, les cannibales convertis au christianisme ne mangent que des marins. Alors, j'ai tout de suite eu envie de les proposer aux lecteurs francophones. Une partie de son humour a malheureusement été perdue dans la traduction, et j'en suis seul coupable. J'ignore les raisons du choix de ce titre étrange, Contos Aquosos, mais j'en aime personnellement en portugais la sonorité. Nous l'avons traduit par conte liquide pour éviter une autre consonance en français, plus triviale, et nous nous sommes volontairement limités à 366, un nombre symbolique qui permettra d'en lire un par jour durant 1 an, même les années bissextiles. Dans l'ouvrage, l'ordre respecte celui de l'ouvrage originel, même si les indices prouvent que Montestrella les a réorganisés pour leur publication. Mais avant de lire ces contes, d'évoquer leur logique, il faut présenter, même très brièvement, Jaime Montestrella. Nous disposons de très peu d'informations sur Jaime Montestrella, même à la Biblioteca Nacional de Portugal. Nous savons qu'il est né en 1925, en juin, à Lisbonne, et il appartient à cette génération d'écrivains lusitaniens des années de dictature salazariste qui compte dans ses rangs Augusto Abaleira ou Eugenio de Andrade, qu'il a peut-être connu. Après de brillantes études, semble-t-il, études de médecine, il est psychiatre à l'hôpital Miguel Bombarda de Lisbonne, jusqu'à ce qu'il publie en 1950, sous le nom de Jaime Caixas, un recueil de poésie engagée, Prisão, prison, dont Marguerite Yourcenar, j'ignorais qu'elle parlait portugais, vantera le rythme douloureux, presque martyrisé des syllabes. Ce pseudonyme de Caixas n'est pas choisi au hasard, car c'est le nom de la prison où, sous la dictature de Salazar, sont torturés les prisonniers politiques. Assez vite démasqué, arrêté par la PIDE, la police politique, Montestrella est interrogé brutalement pendant 1 semaine, puis relâché, et comme beaucoup, il décide de s'exiler au Brésil et s'installe à Rio de Janeiro en 1951. Rio de Janeiro. Pardon, excusez-moi. Pardon. Voilà, Rio de Janeiro. Et c'est dans cette ville qu'il écrit Nihil obstat, son unique roman, cette fulgurance drôlatique très inspirée de Laurence Sterne, et Cidade de Lama, Cité debout, un livre magnifique dont André Malraux, j'ignorais qu'il parlait portugais également, devait dire qu'il s'agit d'un essai magistral et funambulesque sur la solitude et l'exil. Et c'est aussi à Rio qu'il fait la connaissance d'un autre exilé, l'écrivain et critique Jorge de Sena, à qui il dédie justement Cidade de Lama. En 1964, quand les militaires s'emparent du pouvoir au Brésil, les 2 hommes reprennent la route vers les démocraties. Jorge de Sena rejoint les États-Unis et l'Université de Santa Barbara, et Jaime s'envole pour la France et Paris, où il compte quelques amis. Et c'est donc dans son petit 2 pièces de Belleville qu'à partir de mai 1968, il écrit ses Contos Aquosos l'après-midi,
À la Palette, dans un bistrot du quartier latin, il croisera les membres du groupe Panic, de Jacques Sternberg à Fernando Arrabal ou Alejandro Jodorowsky. Alors sur cette photo, vous pouvez reconnaître, lors de la première réunion du groupe, de gauche à droite, Daniel-Émile Fork, Alejandro Jodorowsky, Jacques Sternberg, et oui, Fedorov, Fernando Arrabal, Topor, Lys Arrabal et Toyen. Et c'est malheureusement pour les archivistes Jaime Montestrella lui-même qui prend la photographie. Montestrella collabora à l'éphémère revue Mépris, éditée par Kesselring, mais c'est au regretté Jacques Vallée que l'on doit l'unique publication en français, à titre posthume, de quelques contes dans sa revue Le Fou parle, une revue étrange, inspirée, audacieuse et libertaire. Et d'ailleurs, c'est Jacques Vallée qui a écrit la préface de la première édition de ces contes liquides, voici 12 ans. Les archives de l'Oulipo, conservées à la bibliothèque de l'Arsenal, gardent trace d'une réunion plénière le 12 septembre 1974, où Montestrella est invité d'honneur. Jaime Montestrella meurt brutalement le 8 novembre 1975 d'un accident vasculaire cérébral, alors qu'il sort d'un déjeuner au restaurant Polydor avec plusieurs écrivains, dont Jacques Bins et Raymond Queneau, tous deux l'Oulipo, Jacques Sternberg et Roland Topor. Et ces deux derniers publieront ensemble, quelques années plus tard, des contes glacés, hommages transparents et touchants à leur ami disparu. Voilà, mais revenons à nos contes, et disons-le tout de suite, et j'en suis désolé, il manque à mon exemplaire un cahier de 32 pages, et conséquemment les contes numérotés de 264 à 405, qui avaient pourtant très bonne réputation. Montestrella les a écrits sur une période de 4 à 3 ans, ou 3 à 4 ans, ça dépend vraiment de comment on voit les choses, à partir d'un par jour ou presque. C'était sa gymnastique, comme il le note dans son journal de bord, c'est sans doute abusivement qu'il appelle conte ce qui n'est qu'une minuscule nouvelle autour d'une idée unique, et leur structure est, je dois l'avouer, répétitive. Un lieu, une vallée perdue, une planète lointaine, presque toujours une datation précise, un sujet parfois collectif, acteur du récit, avant la description d'un fait absurde. Absurde, absurde, oui, car l'écrivain est obsédé par la logique de l'absurde, l'absence de Dieu, le temps qui passe, ce qui fonde notre humanité. Raymond Queneau dira que ces courts récits, ces histoires noires, ironiques, fantastiques, voire de science-fiction, lui rappellent Max Aube ou Roland Topor. Ce n'est pas faux. Néanmoins, Montestrella recopie le conte du jour et l'envoie par la poste à un destinataire que ses carnets gardent parfois en trace. Mais comme nous le verrons, nous avons tenté de retrouver quelques-uns de ces correspondants. Ce n'est pas toujours facile, car ce ne sont que des initiales. Il est temps de vous en présenter quelques-uns, et nous commencerons donc par les premiers. Alors, conte numéro 1. Sur l'archipel de Gayoc, Philippines, les insulaires savent compter jusqu'à 457, mais pas au-delà. Pour la suite, ils disent beaucoup. La chose peut étonner, d'autant que 456, c'est déjà pas mal. Conte numéro 2, les chercheurs du Helsinki Science Institute ont prouvé le 1er janvier 1955 que si vous parvenez à conserver un flocon de neige dans la main sans qu'il fonde, c'est que vous êtes mort. Conte numéro 3, dédié à CB. Sur les berges du fleuve Atipopo, au Brésil, vit la tribu des Tiotuopes. Les Tiotuopes sont végétariens, mais ils font une exception à leur régime. Pour la viande des piranhas pêchés dans des filets tendus lors de la joyeuse cérémonie dite du recyclage des anciens, à l'occasion de laquelle les plus âgés du village prennent leur dernier bain. Alors CB, oui, CB, puisque c'est dédié à CB, ce conte, et ce sera souvent le cas, parfois le cas, à un dédicataire CB, c'est certainement Claude Berge, 1926-2002, mathématicien et explorateur, et par ailleurs membre de l'Oulipo. C'est aussi le cas du conte numéro 9, par exemple, dédié à un certain JT, sans doute Jean Tardieu, 1903-1995, habitué du restaurant La Palette que fréquentait Montestrella dans les années 60.
Le 13 mai 1965, le conseil municipal de Pine Gulch, Utah, 32 145 habitants, décida d'expulser de la langue tout vocable afférent à la sexualité. Très vite, on interdit des mots innocents, de kangourou à nuage, soupçonnés de remplacer les mots bannis. Puis, le silence lui-même devint suspect. Aujourd'hui encore, mieux vaut éviter Pine Gulch ou plutôt passer par Bear Woods en prenant la SR 204. On dit plutôt Pine Gulch. Ah. Parce que Pine Gulch me semble inadapté. Ce conte... Oui, il était en lien avec le propos. Oui, mais ce conte, et ce sera parfois le cas, donc un délicataire, comme je le disais, mais je vous propose, afin de percevoir la diversité de l'approche de Montestrella, d'écouter une petite série de contes. Nous ne respecterons désormais plus l'ordre, et c'est pourquoi nous nous abstiendrons de donner le numéro des contes. Tous les efforts déployés par Brillat Savarin depuis 1787, puis par les plus grands cuisiniers pour retrouver cette recette qu'adoraient les Hébreux, le veau d'or, ont été vains. Des tests effectués à l'université de Princeton sur le corps d'Einstein, après sa mort en avril 1955, ont montré que le cerveau du savant était plus petit que la moyenne et avait un léger goût de noisette. Le grand mathématicien indien Salmahijan a établi en 1895 que si vous avez aujourd'hui 2 fois l'âge que vous aviez quand vos enfants étaient 3 fois plus jeunes que vous, c'est que vous êtes plus âgés qu'eux. Selon les théologiens du Vatican Research Club for Hublin, l'évangile canonique de Jean, dans laquelle Jésus change l'eau en vin, Jean 2, verset 9, est très clairement contredit par un évangile apocryphe, injustement écarté du canon, celui d'Aphligème, où Jésus change l'eau en bière. Alors, notons le caractère parfois associatif des contes. Ainsi, peu après ce conte évoquant la trop méconnue évangile d'Aphligème, on trouve celui-ci, un point de partage des eaux, près de Langres. Il est de tradition, après plusieurs bières, d'uriner successivement dans les directions du nord, du sud et de l'ouest, afin d'irriguer à la fois la mer du Nord, la Méditerranée et l'Atlantique. Plus personne ne pisse vers l'est, principalement à cause du vent. Les meilleurs cabarets de Zurka, capitale d'Udzadji-Didjan, proposent une attraction typique, le drestiz, où les drestiseuses arrivent nues sur scène et se rhabillent peu à peu. La tension est à son comble quand elles enfilent enfin leur long kojár de bure sous les vivas de la foule surexcitée. Le sage Warad Sapara écrit dans ses réflexions du moment d'avant le sommeil que la liberté de penser sera encouragée le jour où l'on sera bien assuré que tout le monde a bien cessé de penser. Le jeune Willibald Huston, 9 ans, a prouvé le 11 mai 1980 à 13h07 dans le Grand Canyon, Arizona, que contrairement à ce que l'on peut voir dans les dessins animés lorsqu'on court plusieurs pas dans le vide, la gravité existe quand bien même on ne regarderait pas en bas. Un petit peu de temps pour regarder le dessin de Kiefer, voilà, qui correspond à ce conte. À la suite de l'atroce assassinat de Aummundur Gunnarsson le 19 mars 1954, la légiste de Reykjavik, Aðalbjörg Robertsdóttir, a pu établir que le meurtre avait eu lieu précisément dans la nuit du 21 septembre 1953 au 21 mars 1954. Le dessin de Kiefer Noyon est un carré noir sur fond noir. Selon le médiéviste Ludovic Pouchet, 1887-1965, le guerrier franc à qui Clovis a lancé « Souviens-toi du vase de Soissons » avant de le frapper mortellement de l'épée, ne s'en souvenait pas du tout, du tout.
La ville de Levalcani, Inde orientale, avait la réputation de n'être peuplée que d'idiots. Aussi, là des colibets, ces abrutis d'habitants élaborèrent-ils un test d'intelligence et décidèrent-ils d'expulser hors de leurs murs les imbéciles qui y échouaient. C'est pourquoi Levalcani n'est désormais peuplé que par les crétins qui l'ont réussi. Dans la ville de Chianesi, Ombrie, Italie, à Mardi Gras, il était coutume que chacun échangeât son esprit avec celui d'un autre, les femmes jouant aux hommes, les enfants aux parents. La chose valait également pour les animaux, et l'on pouvait voir les souris jouer cruellement avec les chats. La municipalité y mit un terme définitif en 1819, après que l'échange entre vaches et mouches eut tourné au drame. Au marché si typique de Nahahuta, Pérou, la cacophonie est telle qu'espérer comprendre ce que crient les marchands est tout à fait vain. Aussi, ceux-ci imitent-ils le cri de l'animal dont ils vendent la viande. Les charcutiers grouinent, les volaillers caquettent, les bouchers beuglent. Seuls les poissonniers ont du mal à se faire entendre. Le département de probabilité de l'université de Guadalajara, Mexique, a prouvé que si, en vous promenant aléatoirement, vous abordez plusieurs fois une personne, toujours par hasard, et que chaque fois elle se trouve être l'une de vos très proches, voire votre femme ou même votre enfant, c'est que vous vous promenez chez vous. Sur l'île de Pergos, sous le règne de Toludé Ier, la loi interdisait de prendre quoi que ce soit si l'on ne donnait simultanément. Les habitants ne buvaient que lorsqu'ils urinaient, ne mangeaient que lorsqu'ils déféquaient. Dans ces conditions, il était difficile, lors des banquets, d'apprécier le fumet des plats. Et l'art culinaire de Pergos se dégrada jusqu'à l'invasion perse du IIIe siècle avant Jésus-Christ, invasion qui mit un terme salutaire à l'ordre toludéen. Dans certaines régions d'Ishgabistan, où la religion envahit toutes les sphères de la vie sociale, seuls les athées ont droit à une vie avant la mort. Un conte dédié à MD, sans doute Marcel Duchamp, rencontré grâce à Raymond Queneau plutôt qu'à Marguerite Duras. Les habitants d'Ingelkugelsheim, Bavière, 2398 habitants, sont si disciplinés qu'en octobre 1997, un feu tricolore bloqué sur le rouge provoqua la mort par déshydratation de 3 familles immobilisées dans leur véhicule. Et un autre dédié à VS, sans aucun doute Vernon Sullivan, alias Borisian, pourtant décédé en 1959. On retrouve en effet les deux noms des personnages, c'est des personnages du roman « Et l'on tuera tous les affreux ». Dans les années 1950, à Long Reed, Alabama, Joshua Greenbaum, un garagiste juif anti-ségrégationniste, apposa à l'entrée de son établissement le panneau « Interdit aux voitures noires ». Son ami d'enfance, Oliver Hamilton, un grand noir toiletteur pour chiens et chats, installé juste à côté, renchérit par une affiche « Interdit aux animaux israélites ». Enfin, un conte dédié à RN, sans doute Richard Nixon, 1913-1994, président des États-Unis, démissionnaire en 1974, que Montestrella appréciait modérément. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ce conte revêt une actualité particulière. Les chercheurs de l'Institute for Democracy de Washington, États-Unis, ont prouvé en novembre 1978 qu'en additionnant des conneries individuelles, on avait une chance très faible de parvenir à une sagesse collective. James Link, 1953-1981, du Nevada Road Safety Institute, Las Vegas, a prouvé le 13 octobre 1981 à 18h45 que la vitesse est dangereuse sur route pour la bonne raison que plus les gens roulent vite, plus il faut rouler rapidement pour les dépasser. Les chercheurs de l'Institut d'éthologie animale d'Arcachon, France, ont prouvé que chez l'huître, la conscience d'exister
augmente très fortement au moment du citron. Les chercheurs du Modern Dance Research Institute, Philadelphia, ont prouvé qu'il est absurde et cruel que les ballerines de l'opéra passent le plus clair de leur temps sur la pointe des pieds, alors qu'il suffirait de les choisir plus grandes. La vie conjugale de l'ornithologue James Garwin connut en mars 1979 un tournant radical, après qu'il eut annoncé, triomphant lors du congrès de zoologie animale de Graz, Autriche. Contrairement à ce que l'on a toujours écrit, le bruant à calotte fauve n'est pas plus monogame que vous et moi. Si les Ataka, peuple pygmée du nord de l'Angola, pensent que Dieu est l'ombre du hasard, avec les conséquences que l'on imagine, ce n'est pas par hasard, mais pour contredire systématiquement leurs ennemis héréditaires, les pygmées Akata, pour qui c'est au contraire le hasard qui est l'ombre de Dieu. Dans une version primitive de la Genèse, retrouvée par les archéologues Karl Muschenturm et Gustave Fulmet dans une grotte du Sinaï en octobre 1911, ce n'est pas l'homme que Dieu, au 6e jour, créait à son image, mais le percolateur. Le grand moufti de Bagdad a décrété en l'an 846 de l'Hégire que la lune est bien plus utile que le soleil, car c'est la nuit qu'on a le plus besoin de lumière. Le philosophe prussien Wilhelm Schmilzt, dans son Tractatus Logico-Aestheticus, a prouvé que le monde se divisait en deux, les choses trop belles pour être vraies, wahr, et tout le reste trop laid pour être faux, falsch. Depuis 1883, en Angleterre, les règles du jeu de cricket sont exactement les mêmes quand il pleut que quand il pleut. Le sage Warat Sapara écrit dans ses réflexions du moment d'avant le sommeil que la liberté de penser sera encouragée le jour où l'on se sera bien assuré que tout le monde a bien cessé de penser. Il est bon de le répéter. Le président du Kilover Health Institute a démontré à ses interlocuteurs policiers, hélas en vain, à l'occasion d'un contrôle routier, le 11 juillet 2010 à minuit, que quand il y a 14% d'alcool dans le vin, il reste 86% d'eau, ce qui est tout de même énorme. Les chercheurs du Gödel Institut für Logik ont prouvé que pour poser au milieu d'une pelouse un panneau interdit de marcher sur la pelouse, il a chaque fois été nécessaire de marcher sur la pelouse. Les chercheurs du Princeton Institute of Ethology ont prouvé dès les années 1950 qu'il est statistiquement 2 fois plus facile de rester fidèle à 2 partenaires qu'à un seul. Le 4 février 1956, Joanne Humphrey, habitant Rumville, Connecticut, s'apercevant qu'elle était mariée à un homme qui la trompait avec l'épouse de son amant, qui était le meilleur ami de son époux, découvrit par la même occasion que la femme de son mari n'était rien d'autre que la maîtresse d'un type que sa conjointe légitime, laquelle était sa meilleure amie, déshonorait en la trahissant avec son époux. Ce fut un choc. Le sage Warat Sapara disait souvent vers la fin de sa vie que ce qui est affreux quand on commence à perdre la mémoire à court terme, c'est qu'on se met aussi à perdre la mémoire à court terme. Le Vatican a mené le 23 juillet 1934 un test de communion en double aveugle avec des hosties placebo. Les résultats de cette expérience sont encore tenus secrets. Sur les berges de la rivière Kojima, Nigeria, les autochtones fument les célèbres fleurs de nénuphar pourpre. Préparées et séchées durant des jours, elles présentent l'avantage médical de n'être ni excitantes, ni sédatives, ni hallucinogènes, ni même cancérigènes. D'ailleurs, ils en fument une et ils passent aussitôt à autre chose. C'est le 13 février 1977, à 17h30 exactement, que John Klondenberg de Christic Gulk, Utah, a entrepris de classer tous les nombres entiers par ordre alphabétique. Il a ainsi commencé par 8. Il en est
à ce jour exactement à 80,007,002, 80 millions 7002, et il est désormais très impatient d'arriver au dernier 0. Les habitants de Selçuk, l'Ouzbékistan, célèbrent chaque année la fête du hasard. Ce jour-là, chacun soumet ses décisions à un jet de dés. Beaucoup se saisissent de cette occasion pour démissionner, divorcer, voire partir très loin, bref, agir enfin, tout en pouvant accuser le hasard. Certains rejouent d'ailleurs plusieurs fois. La direction des musées nationaux a le regret d'annoncer que le célèbre tableau de Courbet, L'origine du monde, qui représente un sexe de femme, est en fait le premier versant d'un diptyque, dont le second, La fin du monde, a été égaré au début du siècle dernier. On se perd en conjectures sur ce qu'il représentait. À la demande de la Species Protection Society, le conte de Charles Perrault, Le petit chaperon rouge, existe depuis le 11 janvier 1974 dans une version végane. De la vie des gosses, on s'y emmerde grave. Johannes Vermeer, 1632-1675, dont 34 œuvres attestées seulement nous sont parvenues, a tenté de peindre quelques faux Vermeer et y est même magistralement parvenu pour 7 tableaux faussement attribués à des faussaires, dont 2 à l'escroc Van Migren. Les habitants du village de Slatamoylin, Irlande, ont très peur des revenants. Aussi font-ils signer à toute personne à l'agonie une lettre où elle s'engage, en cas de décès, à ne pas revenir sur Terre hanter les vivants. Pour l'instant, les morts s'y tiennent. Les chercheurs du Sociology Institute of Oklahoma City ont prouvé que quand une fausse blonde fait un faux mouvement sur un faux parquet, elle peut se faire vraiment mal. Alors, notons que ce conte est dédié à A.H., sans doute Audrey Hepburn, que Jaime Montestrella avait vu en 1953 jouer un lutin teint en blonde dans la pièce Ondine, jouée à Broadway dans une mise en scène d'Alfred Lunt. Aloysius van Boxtel, expert au Van Ruys Museum, a démontré que dans la peinture de Bruegel l'Ancien, Les Jeux d'enfants, une huile sur bois peinte en 1560, le petit garçon en culotte blanche et chemise rouge au centre du tableau triche. L'illusionniste Benoît Loisénon a prouvé que si l'on coupe une femme en deux, puis cette moitié en deux, ce quart encore en deux, et qu'on recommence le tour de magie trop longtemps, le numéro finit par lasser le public. Les chercheurs du département d'éthologie animale de Dunstred, Sussex, ont démontré en mars 1962 que si une chaussure vous va comme un gant, c'est que vous êtes un singe. Sur le bas plateau de Kise, Inde du Nord, on compte les années non à partir de la date de naissance de chacun, mais en remontant à partir de la date de sa mort, prédite par les grands prêtres. Ce n'est ainsi jamais l'âge qui compte, mais le temps qui reste. On voit ainsi dans les bus brinque-ballants de Zilf, la capitale, des vieillards laisser leur place à des adolescents qui n'ont plus qu'un mois à vivre. À la fin du XIXe siècle, 2 amis peintres méprisés du public, Edgar Bourlet, 1850-1891, et Vincent van Gogh, 1853-1890, se sont amusés toute leur vie durant, par dépit devant leur double échec commercial, à échanger leurs signatures sur les tableaux. Les possesseurs d'une toile signée Edgar Bourlet doivent néanmoins savoir qu'elle ne vaut rien. Les chercheurs de l'Institut d'éthologie animale de Hambourg doutent que les cafards se mettent vraiment à courir en tous sens dès que l'on allume la lumière et font valoir, à juste titre, qu'il se pourrait qu'ils soient déjà en train de courir en tous sens dans l'obscurité. L'escroc qui avait vendu à un naïf la machine à écrire Underwood avec laquelle Corneille était censé avoir écrit Le Cid fut arrêté le 10 mai 1978 à Boulinac, Creuse. L'Underwood avait établi la police judiciaire, était doté d'un clavier
QWERTY, alors que seul un clavier AZERTY aurait permis à Corneille d'écrire Chimène avec un accent. Le 12 décembre 1973, les 4 douaniers de Bigelsheim, sur la frontière franco-allemande, fondèrent dans l'enthousiasme l'association Douaniers sans frontières, qui n'eut hélas qu'une existence éphémère. Les statisticiens de la Stratford-upon-Avon University ont démontré que le théorème du singe dactylographe, qui prouve qu'un singe qui frapperait au hasard sur un clavier, et ce depuis le Big Bang, n'aurait néanmoins qu'une faible chance d'avoir tapé le texte de Hamlet, s'applique nettement moins bien si ce singe est William Shakespeare. Les marchands de souvenirs du petit village côtier de Kerbian, Morbihan, ne vendent ni boîte en coquillage, ni voilier en bouteille, mais de véritables souvenirs. La douleur d'une écorchure au talon gauche durant une pêche aux moules dans les rochers, le goût du baiser d'une inconnue au soir sur la jetée du port de Plaisance, la tristesse de la mort d'un oisillon blessé et recueilli sur la plage du Bigoudin. Les chercheurs du Eschrank Institute de Berlin ont définitivement démontré en avril 1967 que lorsque l'on s'installe dans un réfrigérateur pour vérifier que la lumière de celui-ci s'éteint vraiment quand on referme la porte, on n'a plus aucune preuve que la lumière de la cuisine est encore allumée. Le célèbre vingtiémiste et exégète reconnu de Paul Claudel, Jeanne Douillard, a enfin pu prouver en février 1973 que le fameux soulier de satin est un soulier de droite et de taille 41. Afin de combattre le sexisme dans les œuvres d'art, la ville de San Giulio, Californie, a lancé en 1970 un concours dont le but est d'équilibrer sexuellement les œuvres. Citons parmi les peintures nouvelles créées par des artistes locales le Joconde, le Maja nu, les jeunes gens d'Avignon et, entre autres sculptures, la discobole, la penseuse et le loup du Capitole. C'est le 21 février 1943 que la Gestapo, à la suite d'une dénonciation anonyme, procéda à l'arrestation d'un groupe tout nouvellement créé, les dénonciateurs anonymes, où se réunissaient des individus qui tentaient de se débarrasser de cette mauvaise habitude. Selon le sage Warat Tapara, le monde est un puzzle d'un nombre infini de pièces auxquelles il en manque une. Le paléontologue Samuel Stein du Neanderthal Institute of Neanderthal, Allemagne, a prouvé que les peintures rupestres représentant des paumes d'hommes des cavernes démontrent que ceux-ci, après s'être cognés trop de fois dans le noir et s'être frotté le front ensanglanté, avaient acquis la prudence de marcher les mains en avant. Les chercheurs de l'Institut d'études bibliques du Vatican, qui travaillaient sur les lettres de Paul aux Corinthiens, ont découvert le 3 mai 1986 les lettres des Corinthiens à Paul et ont préféré les brûler. La petite sirène du port de Copenhague, cette jeune fille à queue de poisson, a été réalisée en 1913 par Edvard Eriksen en découpant une statue de jeune fille et une autre de poisson, puis en les soudant. Financé par les brasseries Carlsberg, ce projet lui a permis de concevoir, en soudant les deux moitiés résiduelles, une seconde statue, celle d'un poisson à jambes de femme, qui est immergé dans les eaux du port. Ce n'est pas sans un certain étonnement que les mêmes chercheurs de l'Institut d'études bibliques du Vatican qui travaillent sur les lettres de Paul aux Corinthiens ont découvert le 8 mai 1987 les lettres de John, George et Ringo aux Corinthiens. Sur la planète HX897, les êtres vivants ont 6 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et la galice. Comment expliquer la galice? Cela leur permet d'éprouver le bleu pâle d'un mi bémol et de respirer le sucré d'une pierre polie. Au monastère de l'Isujijo, le débat fait rage depuis le XIIIe siècle de l'ère de Mujo. Les monothéistes disent que Dieu est un.
Les polythéistes croient que Dieu est vraiment multiple. Les absentéistes savent qu'il est parti. D'après de récentes fouilles dans le Sinaï effectuées par les archéologues Samuel Herzog et Hans Wassermann, le peuple élu ne l'a été qu'au deuxième tour et à 53%. Les historiens de la Zürkne-Geschichte Geschellfalls ont découvert que non seulement le fils de Guillaume Tell s'appelait Walter, mais qu'il avait eu un frère aîné, Günther, un peu plus grand que Walter, et au destin malheureux. Les chercheurs du Logic Research Center de Cambridge ont prouvé que si le temps n'existait pas, on aurait fini d'écouter ce court conte au moment exact où on a commencé à l'écouter. L'Organisation d'entraide des alcooliques anonymes s'inquiète depuis 2001 de la concurrence grandissante d'un groupe, les anonymes alcooliques, qui réunit des individus tombés dans ce fléau qu'est l'alcoolisme parce que personne ne les connaît. Les psychiatres du centre hospitalier de Saint-Athatase, Québec, ont constaté que lorsque deux fous marchent côte à côte, une première difficulté vient du fait qu'ils veulent tous les deux se mettre au milieu. François Vatel, 1631-1671, a prouvé en juillet 1669, lors de l'anniversaire de Nicolas Fouquet, que si l'on est chaque fois content de découvrir la cerise sur le gâteau, on est encore plus heureux de la présence d'un gâteau sous la cerise. Une légende scandinave raconte que Noël prendra fin le jour où le Père Noël ayant grandi cessera enfin de croire aux enfants. Dans l'école de Hingolsheim, en Alsace, depuis 1645, certains enfants ont le statut peu envié de souffre-plaisir. Ils subissent des flatteries, des cajoleries, reçoivent parfois des cadeaux. Les souffre-plaisir tentent d'être transparents et ne se plaignent à personne de peur que leur situation ne s'aggrave encore. En 1923, le père de la psychanalyse, Sigmund Freud, postulait que le psychisme est constitué de trois instances. Le ça, S, le moi, ich, et le surmoi, über ich. On s'interroge encore sur les raisons de la disqualification des concepts que pourtant très subtils de sous-moi, unter ich, et de sans-moi, ohne ich. À partir du 15 mai 1910, jour où il apprit qu'aucune expérience de physique ne permet de savoir si l'on est à l'arrêt ou au contraire en mouvement uniforme, Wilbur Johnson, 1896-1979, refusa de payer ses billets de train. C'est avec difficulté que la théorie du Big Bang s'est imposée face à toutes les hypothèses concurrentes et en particulier face à celle du Little Boom, celle du Small Bang, et celle scientifiquement très, très audacieuse du Great Splash. Selon Brillat Savarin, la recette du pain perdu a été inventée par Josiane Perdu en 1726 et elle a été perdue en mars 1732. Le pain perdu que nous connaissons aujourd'hui suit la recette de sa fille, Anne Perdu, qui ressemble pas mal. Les chercheurs des laboratoires Sandoz ont découvert le 23 octobre 1965 le Spitonal, premier médicament au monde pour lequel il n'existe pas encore de maladie. Les habitants de la vallée de Skilplena, Italie, semblent marcher pieds nus, mais en réalité, très complexés par une déformation congénitale, ils portent des chaussures qui ressemblent à des pieds nus afin de cacher leurs pieds nus qui ressemblent à des chaussures. Selon le grand sage indien Waratsapara, si tout autour de nous était 2 fois plus grand, y compris nous-mêmes, nous pourrions marcher 2 fois plus vite, mais il n'y aurait aucun moyen de le savoir. Le 13 février 1864, l'éleveur de chiens Augustin Picard, par croisement successif de fox terrier, parvint à créer le premier et dernier lombric terrier, une race de chiens rapidement abandonnée, le marché du manteau de lombric se révélant hélas extrêmement limité. Dans les années 1950, la Poste helvétique a dressé des escargots afin qu'ils transportent comme des pigeons voyageurs, mais dans leurs coquilles, des messages secrets. Pas trop urgent.
Lorsque le 13 janvier tombe un dimanche, c'est dans le village picard d'Abbeville la fête du rasby, où aujourd'hui encore on chasse l'animal pour se nourrir de ses grandes oreilles. Le rasby est un patagrade au pelage d'un orangé vif, proche du blaireau par la taille et de l'ornithorynque par l'aspect, typique de cette région du Pays de Caux. Il est malheureusement éteint depuis la première fête du rasby en 1286. C'est le 11 janvier 1889 qu'Émile Boirac, 1851-1917, forgea le terme de déjà-vu. Ce sentiment d'irréel et de familier à la fois, ce moment étrange où le présent paraît un souvenir. Il eut d'ailleurs, à cet instant précis, la sensation d'avoir déjà inventé naguère le mot déjà-vu. Selon son biographe Hans Rönnberg, le jour où le physicien Erwin Schrödinger amena pour consultation son chat chez le vétérinaire, ce dernier lui déclara qu'il avait une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle à lui annoncer. Les chercheurs du département d'éthologie animale de Darwin, Australie, ont découvert en février 1975 le chaînon manquant entre l'homme et l'animal. Il s'appelait Robert, habitait l'Auvergne, France, mais son lieu précis de résidence est resté tenu secret jusqu'à sa mort en août 2011. De récentes découvertes de l'Utah Institute for Astronomy ont démontré que le Big Bang était en fait un tout petit peu plus grand que ce qu'on croyait, mais pas de beaucoup tout de même. C'est le 11 janvier 1889 qu'Émile Boirac, 1851-1917, inventa le terme de déjà-vu, cette sensation à la fois d'irréalité et de familiarité, cet instant étrange où le présent semble appartenir à la mémoire. Il eut d'ailleurs à ce moment-là le sentiment d'avoir déjà forgé le mot « voici peu », tout comme celui qui lit ce conte liquide peut croire l'avoir déjà lu naguère. Les chercheurs du Darwin Institute de Cambridge ont calculé que les conférenciers créationnistes qui, comme preuve de l'existence de Dieu, prennent comme argument la perfection de l'œil humain, portent pour 68% d'entre eux des lunettes. Les théologiens du Vatican Institute for Faith ont découvert que si, confère Apocalypse de Jean 13, verset 18, le nombre de la bête est 666, alors 333 est le nombre de la bébête. Les éthologues du London Natural History Museum ont découvert que les pigeons ont muté dans les années 1930 afin de lâcher des crottes noires sur les voitures blanches et des crottes blanches sur les voitures noires. L'espèce de tortue géante terrestre Tortuga limonova s'est éteinte après que Georges le Solitaire, ultime mâle de l'espèce, est décédé aux eaux de Kilburn, Surrey, à l'âge de 159 ans. Ce après avoir refusé de copuler avec aucune des deux tortues femelles introduites en vain dans son enclos. Son attitude n'étonna guère le docteur Philip Edwards, vétérinaire de l'établissement, qui expliqua « Franchement, qui a envie de s'accoupler avec une tortue ?» C'est en mars 2003 que l'artiste conceptuel Jeff Nooks réalisa une immense allumette de 323 mètres de haut, faite uniquement de minuscules tours Eiffel. En avril 1934, à Wendendon, Angleterre, une confusion malheureuse entre les règles du polo et celles du water polo a causé la mort par noyade de 8 chevaux. Afin d'éviter que des gens connus soient reconnus par des inconnus lorsqu'ils se rendent incognito aux alcooliques anonymes, les alcooliques anonymes ont créé une sous-section alcooliques connus anonymes où les gens connus peuvent parler incognito de leur addiction en étant reconnus que par des gens connus qui ne souhaitent pas non plus être reconnus. Le jeune Bernard H., en traduisant l'expression anglaise « la paille qui brise le dos du chameau » par son équivalent en français « la goutte d'eau qui fait déborder le vase », a trouvé par sérendipité que cette même paille qui brise le dos du chameau aurait justement pu permettre d'aspirer la goutte d'eau qui fait déborder le vase. S'inspirant de la technique dite de la nuit américaine, qui permet de tourner en plein jour des scènes d'extérieur censées se dérouler la nuit, les ingénieurs de l'Oslo Film Institute ont inventé le jour norvégien, qui permet de tourner la nuit des scènes d'extérieur censées se dérouler le jour.
Selon le linguiste Ferdinand Saussure, 1857-1913, le premier homme à manger du pain a pu croire, jusqu'à l'invention du mot pain, qu'il mangeait des gambas. C'est en février 2032 que la multiplication du latex Manex, que la multinationale du latex Manex inventa le premier préservatif capable de laisser passer les spermatozoïdes selon leur sexe. Rose si l'on veut une fille, bleu si l'on veut un garçon, à rayures rose et bleu si l'on ne veut pas savoir. Alphonse Allais et Arthur Rimbaud sont nés le même jour de la même année, le 20 octobre 1854. Il faudra attendre le 3 juin 2026 pour qu'une telle coïncidence se reproduise et 2119 pour que l'on sache de quel génie littéraire il aura été question. Les chercheurs de l'Institut de sophrologie de Dream Lake, Arizona, ont prouvé en janvier 1964 qu'il était plus difficile de s'endormir les soirs où l'on a pleinement conscience de ne pas être immortel. Et enfin, les chercheurs du Dortmund Allergy Institute, ayant découvert en décembre 2014 que vivre enfant avec un animal limite plus tard les allergies, recommandent, afin de mieux supporter notre monde, de s'entourer le plus tôt possible d'abrutis. Merci. Il vous a été remis, je crois, des feuilles, car ce livre, Les contes liquides, comporte 3 index. Un index des destinataires des contes, un index des personnes ayant véritablement existé et citées dans les contes, et enfin un index dit thématique. Il vous est donc proposé de manière interactive de choisir dans cet index une des thématiques qui vont de créationnisme, criminologie, paléontologie, philologie, statistique, temporalité, végétarisme, zoologie, psychiatrie. Et nous choisirons, en fonction de cette thématique demandée, un conte, jusqu'à épuisement, dans le corpus que nous avons devant nous. C'est la partie donc dite interactive. Si vous ne souhaitez pas qu'elle existe, elle n'existera pas, mais c'est une possibilité. Voilà, top chrono. Nous ferons en fait un conte par... on a une grosse liste, mais on fera un conte par sujet. Sciences politiques. Sciences politiques. Alors, sciences politiques. Sciences politiques. 127. Moi, j'ai gagné. Ça tombe très bien. Selon une étude de l'IFNOPEP datant de 1958, une politique bien comprise de soutien aux minorités opprimées permettrait à la minorité dominante d'empêcher subtilement la majorité opprimée de s'emparer du pouvoir. Alors, j'y vais ? T'y vas. Allez. Le jour où les machines devinrent intelligentes, le décembre 2044, elles se cherchèrent aussitôt un dieu. Certaines le trouvèrent dans la machine à coudre Singer, 1936, d'autres dans le presse-agrumes Westwood, 1945, certaines enfin dans la moissonneuse-batteuse Kubota, 2015. Sans la guerre des religions qui s'ensuivit, la race humaine aurait sans doute été exterminée. Vérité, mensonge. Attends. L'époque de Nadir au Népal fut l'âge d'or de la vérité vraie. Ainsi, en cas de douleur dentaire, on disait « Il y a présentement en moi un ressenti de douleur irritante et irradiante au niveau de ma molaire inférieure gauche. » On n'en avait pas moins mal aux dents pour autant.
Selon l'helléniste Helen Tombs, Homère aurait écrit une seconde version non attestée de l'Odyssée, dans laquelle Ulysse est un lapin rose, Circé une tasse à café, Polyphème une locomotive à vapeur et Nausicaa un boxeur neurasthénique. La linguiste elle-même aurait d'abord eu du mal à reconnaître la trame de l'Odyssée et le style d'Homère, d'autant que le texte est écrit en gaélique. Histoire. Ça fuse. Histoire. Les chercheurs du Nürnberg Sexualität Institut ont prouvé que la phrase « Si ça se trouve, Hitler était un bon coup » est une des rares à permettre la fusion du point G et du point Godwin. J'ai un peu honte. Sur la planète HC 678, toute personne usant d'une phrase déjà prononcée, des scribes en garde-trace sur d'immenses registres, doit régler des droits d'auteur à son premier locuteur. Seuls les riches ont ainsi la parole, mais n'est-ce pas partout pareil ? Sur la planète Attar 44, un terrien qui visiterait le musée d'art contemporain de la capitale se tromperait à coup sûr en admirant les statues géométriques de résine translucide, puisque les objets qu'on expose sont en fait des humanoïdes bleus qui ressemblent à des gardiens. Les formes en résine translucide, aux mouvements si lents qu'ils sont imperceptibles, sont des Attariens qui visitent le musée. Les physiciens de la Woolworth Academy of Astronomy ont démontré que dans le paradoxe dit des jumeaux de Langevin, le raisonnement, qu'on n'explicitera pas ici, reste le même si ces jumeaux ne ressemblent que très peu à Langevin. Séduction. Séduction. Ah. 5. Oh, 5, on devrait trouver facilement. Alors. Au Pédjoukistan, l'esprit rayonne d'une aura puissante et visible, et son intensité, sa couleur et sa taille varient beaucoup d'un individu à l'autre. C'est un atout majeur de séduction. Et avant les vacances d'été, il n'est pas rare de voir les jeunes gens se ruer dans les bibliothèques et courir les musées pour mieux briller sur les plages du lac Pédjou. À en croire la spécialiste de Shakespeare Rebecca Nott, il existerait une version de Roméo et Juliette où les familles Capulet et Montaigu sont amies, mais où leurs enfants ne s'apprécient pas particulièrement. L'histoire, bien que moins intéressante, finit mieux. C'est quoi? Ah oui. Ian Priest, mathématicien au Princeton Logic Group, a démontré définitivement en mars 2001 que si vos parents n'ont pas eu d'enfants, vous n'en aurez pas non plus. Voilà. C'est l'heure. Merci infiniment.